Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Entretien avec de ce jeudi. Alors que le Cameroun approche d'une échéance électorale cruciale, les tensions politiques, économiques et sociales s'intensifient. Dans ce contexte, une proposition semble émerger. La solution 25 est le pacte citoyen, une initiative portée par notre invité de ce soir. Hilaire Kamga est secrétaire permanent et porte-parole du pacte de la plateforme de la société civile pour la démocratie au Cameroun. Avec lui, nous allons donc décrypter la situation actuelle du Cameroun, les enjeux de la présidentielle de 2025 et cette proposition de transition politique, puisque ça n'est une, vers une troisième république. Hilaire Kamga, bonsoir. Bonsoir citoyens et bonsoir à tous les citoyens qui nous regardent. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, surtout pour l'opportunité que vous me donnez après avoir fait quelques 300 km et être ici et maintenant. Je vous remercie pour l'invitation. Ça permettra certainement à nos téléspectateurs de mieux comprendre vos propositions. Commençons peut-être par faire un état des lieux de la situation sociopolitique et économique du Cameroun telle que vous la percevez. Le Cameroun, c'est un pays en panne, bien entendu. Le Cameroun, c'est un pays bloqué. Sur le plan social, vous le savez très bien, aujourd'hui, les Camerounais étouffent. L'économie est totalement au ralenti, comme vous le voyez. Sur le plan social, que ce soit du plan de vue au niveau sanitaire, que ce soit au niveau éducatif, il n'y a rien qui marche au Cameroun aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs en pilotage automatique, comme vous pouvez le savoir, avec un pays dans lequel aujourd'hui on a presque 74% de taux de chômage. Ça devient inquiétant de vivre. Quand on est dans une situation où on ne peut pas avoir de l'eau, qu'on ne peut pas avoir de l'énergie, au moment où le numérique semble aujourd'hui structurer la plupart des pays émergents, des pays qui sont sérieux, on ne peut pas envisager cela sans électricité, sans lumière. Quand les villes sont bondées de saleté, comme on voit de part et d'autre, quand les fonctionnaires, les salariés du privé étouffent sous une pression fiscale extraordinaire, avec un pouvoir d'achat totalement inaccessible. Aucun Camerounais sérieux qui vivant de son salaire aujourd'hui n'est en capacité d'assurer un mois entier de manière normale. C'est pour ça que je dis, ce pays en panne doit trouver une solution. Il faut trouver une solution pour que la panne soit réparée. Voilà ce que je peux dire. Ça ne sert à rien aujourd'hui, on ferait une émission d'une journée entière pour décrypter, pour analyser le niveau du gouffre dans lequel le pays est entré. Ça ne suffirait pas. Nous l'avons décrit dans un autre ouvrage de près de 300 pages, la situation grave du Cameroun. On l'a fait en 2008. Et de 2008 à ce jour, ça s'est encore aggravé. Vivre dans ce pays, c'est quand même un challenge. Pour vous, quels sont les secteurs qui sont les plus, je vais faire dire, sinistrés et qui sait peut-être pourquoi, selon vous? Non, tous les secteurs sont sinistrés. Il n'y a pas un seul qui n'est pas sinistré. Mais si on prend le nœud, le premier secteur le plus important, parce qu'il structure les autres, c'est le secteur éducatif, le secteur de la formation. Le secteur, depuis l'enseignement de base jusqu'à l'université, c'est totalement sinistré. Sinistré parce que les programmes ne sont pas adaptés. Sinistré parce que aujourd'hui, on a inversé les échelles de valeur. Sinistré parce que ceux qui doivent transmettre le savoir, je suis enseignant par ailleurs, il faut le signaler, ceux qui ont le savoir et qui doivent le transmettre ne sont pas mis dans les conditions suffisantes pour pouvoir transmettre, parce qu'ils n'ont pas un revenu normal qui leur permet d'être à l'abri de tous les besoins. Donc c'est le secteur fondamental, parce que à partir de l'éducation, on construit le citoyen de demain. Et qui est le citoyen de demain? Ce citoyen qui, il y a 10 ans, ce gars-là qui avait 13 ans, qui a aujourd'hui 23 ans. C'est ça le citoyen de demain. Donc quand un secteur comme le secteur éducatif est plombé, quand on a les programmes qui sont extravertis, comme ceux qu'on a aujourd'hui, qui nous enlèvent de notre moi, c'est-à-dire que les programmes ne sont pas endogènes, ne sont pas conçus de manière endogène. Alors, quand on a cela, ça irrigue l'ensemble des autres secteurs. C'est pour ça que, du point de vue de la morale, on va retrouver à l'université un éloignement terrible par rapport à la morale. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit un système judiciaire qui est totalement corrompu, ça produit un système de sécurité qui est totalement corrompu, qui ne peut pas fonctionner normalement, ça produit, qu'est-ce qu'on voit, un secteur industriel qui lui-même est pris en otage par une fiscalité qui ne tient pas la route, parce que justement la morale a foutu le camp. Et pour vous, conséquence logique, l'exode? L'exode, c'est l'une des conséquences. Parce qu'en même temps, si
le pouvoir d'achat est comme je viens de le dire, c'est-à-dire il est le plus bas possible. Si le taux de chômage est à 74-75% aujourd'hui, quand vous avez ça, ça veut dire que vivre seulement au Cameroun est un problème. Il faut mieux trouver des solutions pour survivre. Et très souvent, les jeunes pensent que l'immigration Partir est la solution. Est l'une des solutions. Et comme les visas ne sont pas les choses les plus évidentes, il faut utiliser toutes les voies possibles. Conséquence, moins de 30% de ceux qui prennent la route de l'exil arrivent à destination, puisque beaucoup vont s'arrêter en cours de route, d'autres vont mourir, d'autres vont trouver des petits boulots pour rester. Ils ne seront plus en capacité soit de revenir au Cameroun, soit de continuer. Et le pays, comme ça, se dépeuple de toute sa crème, c'est-à-dire sa jeunesse. Donc c'est la conséquence immédiate d'une part de la paupérisation de la société camerounaise, d'autre part de l'insécurité, que ce soit l'insécurité physique ou l'insécurité judiciaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et juridique aussi. Donc, tout cela adossé sur une gouvernance qui ne peut produire que l'absence d'espoir. Parce qu'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Les jeunes n'espèrent plus. On n'espère plus en la société. Parce que tout est mis en œuvre pour faire croire aux jeunes que c'est une société de « j'ai quelqu'un quelque part ». Alors, sauf cas de force majeure, l'élection présidentielle, c'est sensiblement dans 6 mois. Ce sera en octobre, si le calendrier est respecté. À l'approche de cette échéance, on l'observe, l'ambiance politique est marquée par incertitude et qui c'est peut-être quelques calculs. À ce stade, quelle lecture faites-vous de cet environnement politique de notre pays? Bah écoutez, le Cameroun est à la croisée de chemin, comme vous pouvez le savoir. Depuis 2004, beaucoup de Camerounais espéraient que M. Biya devait prendre son repos. Je parle bien d'espérer, parce que avec tout le temps qu'il avait passé jusqu'en 2004, on pensait que c'était normal, qu'effectivement il prenne son repos. Il ne l'a pas fait. 2011, il ne l'a pas fait. 2018, il ne l'a pas fait. Finalement, en 2025, il s'annonce être un des candidats. C'est ça qui est la situation. Ça veut dire que le renouvellement automatique, parce que des nouvelles personnes vont y arriver, parce qu'un nouveau leadership va se présenter au niveau du parti dominant, c'est-à-dire le parti administratif qui est le RDPC, cet espoir-là est totalement plombé. D'où maintenant la situation dans laquelle on a la balle au centre, mais avec les mêmes ingrédients qui ont produit quelque chose de tout à fait inacceptable pour les Camerounais lors des 3 dernières élections présidentielles auxquelles je viens de faire allusion, ça veut dire 2004, 2011 et 2018. Et donc tous ces ingrédients étant mis ensemble, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que il ne faut pas oublier que pour se pérenniser au pouvoir, l'ordre gouvernant s'est organisé pour que tous les piliers du pouvoir soient entre ses mains. Les piliers de dévolution de pouvoir soient entre ses mains. C'est-à-dire qu'un organe de gestion des élections qui est sous contrôle, nous nous sommes battus pendant des années pour avoir la commission électorale indépendante, on n'a pas pu l'avoir. En lieu et place, on nous a mis l'ONEL et on s'est battu encore une fois de plus. En lieu et place, on a mis Élection de Cameroun, qui est l'ECAM, qui en fait, à la réalité, ne résout aucun problème fondamental par rapport au tard qui était accusé, qui était observé lors de la gestion des élections par le MINAT. Donc du coup, au niveau de l'instance de gestion des élections, c'est plombé. Au niveau l'ordre gouvernant s'est doté aussi d'un cadre juridique des élections, qu'on a appelé le code électoral, que je refuse d'appeler un code électoral, parce qu'il n'en est pas un, il ne remplit pas les conditions de ce qu'on appelle un code en matière électorale. Donc c'est l'aspect électoral qui vous parle en ce moment, mais on a quand même ce document appelé code électoral, qui à la réalité a pour seule ambition de permettre de générer au moins les 52 types de fraudes qui existent. Vous savez, on a produit un ouvrage sur les techniques de fraude, on en a 52 techniques aujourd'hui. Le code électoral actuel du Cameroun ne peut pas permettre d'avoir des élections non frauduleuses. Vous pouvez citer quelques-unes de ces fraudes de 52 ? Oui, d'abord, prenons l'une des fraudes fondamentales. La fraude première, qui est celle de la fraude par la manipulation du cadre juridique des élections. C'est la première fraude. Parce que tous les chercheurs, tous les experts en la matière vous disent que le cycle électoral commence par le consensus sur l'arsenal juridique d'organisation des élections. Il faut qu'il y ait un consensus. Lorsque vous vous dotez d'un arsenal juridique qui n'est pas consensuel, c'est la première fraude qui vient de se réaliser. Et à l'espèce, le code électoral camerounais n'a pas été l'objet d'un consensus.
y compris à l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez qu'il y avait eu tout un spectacle. Nous avons produit un ouvrage. Moi, j'ai produit un ouvrage sur les 100 problèmes du code électoral. C'est-à-dire qu'à l'époque, je voulais un chiffron, j'aurais pu aller à 150 problèmes. Mais je m'en suis arrêté à 100 problèmes. C'est-à-dire que le code actuel a 100 problèmes, au moins. Et donc, je vous ai donné une des fraudes. La deuxième fraude, la plus importante, qui elle-même structure une quinzaine d'autres types de fraudes, c'est la fraude par le fichier électoral. Par le fichier électoral, vous manipulez le fichier électoral, vous avez 15 types de fraudes qui en sont issus. Donc, ça aussi, c'est l'une des fraudes importantes. Ça veut dire que si vous prenez les 13 types de fraudes liées au fichier électoral, à la manipulation du fichier électoral, plus l'arsenal juridique, vous avez là déjà 14 types de fraudes que je viens de vous donner. Parce que dans l'arsenal, dans le fichier électoral, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre les noms de ceux qu'on veut, on peut faire voter des gens plusieurs fois. C'est pour ça qu'on a refusé la biométrie. Parce qu'il faut dire aux Camerounais que nous n'avons pas de biométrie électorale au Cameroun. C'est très important. J'aime à le rappeler, je le rappelle depuis des années. C'est une bataille que nous avions menée en son temps. Et même les dirigeants de l'élection de Cameroun, ceux qui étaient là à ce moment-là, ils savent qu'on a eu beaucoup de débats et je leur ai dit non, c'est pas ce qui est proposé. Ce que vous avez n'est pas la biométrie électorale. Parce qu'en matière électorale, il faut le rappeler aux téléspectateurs, en matière électorale, la biométrie, c'est deux choses au moins. C'est-à-dire ce qu'on va appeler l'identification, c'est-à-dire l'enrôlement, on vous prend l'élément biométrique, et il y aura l'authentification le jour de l'élection. Que veut dire l'authentification? Ça veut dire que les données qui ont été enregistrées pendant l'inscription, vous allez revenir avec l'élément pour pouvoir vous certifier que c'est vous-même. Ça peut se faire par quoi? Ça peut se faire par peut-être l'empreinte digitale à l'entrée d'un bureau de vote pour qu'on sache que c'est la même personne. Mais on a refusé l'authentification. Ça veut dire qu'à la réalité, on n'a pas de biométrie. C'est très important. Donc, pour vous dire que je peux vous citer tous les 52 techniques de fraude qui existent aujourd'hui, ça veut dire qu'on a un système électoral qui n'est pas bon, parce que l'arsenal juridique n'est pas bon, l'organe de gestion n'est pas bon, et l'organe proclamateur de résultats, lui aussi, est sujet à caution aujourd'hui. Ça pose un problème. C'est-à-dire, je parle ici, puisqu'on parle d'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel, sur lequel pèse un certain nombre d'éléments. Lorsque vous avez tous ces éléments mis ensemble, et qu'on y ajoute maintenant un certain nombre d'acteurs électoraux qui sont à charge et qui sont en compétition eux-mêmes face aux autres. Je prends le cas, par exemple, des ministres RDPC qui ne se cachent pas et qui aujourd'hui prennent des mesures nécessaires pour empêcher que les autres se déploient. Prenez le cas du ministre de l'administration territoriale. Et c'est tant mieux pour lui, parce que ça, je le dis de manière très sérieuse, il pose un acte très important pour essayer de bloquer tout ce qui est comme adversité possible politique, pour empêcher, qui pourrait nuire à la réélection de M. Biya, mais je pense que les derniers actes qu'il est en train de poser, les opposants devraient pouvoir peut-être plutôt le féliciter. C'est très très important de le dire. Comment ça? Oui, on devrait le féliciter, parce qu'à la réalité, M. Atangandji est devenu un citoyen très intéressant. Il réussit quelque chose d'extraordinaire à dresser une bonne partie des Camerounais contre M. Biya et son régime. C'est très important. Et les urnes nous diront les urnes seront certainement l'instrument. Oui, les urnes vont le dire, mais je rappelle simplement que j'ai lu certaines de votre déclaration. Oui, certaines de ces mesures nous intéressent. Parce que si vous êtes un acteur pour aider M. Biya à être réélu, ou alors le RDPC à être réélu, et vous décidez par exemple de combattre le milieu associatif, vous choisissez parmi les 50 000 associations qu'il y a au Cameroun, 100, que vous présentez aux bailleurs de fonds comme ceux qu'on peut financer, ça veut dire que vous réussissez à vous mettre à dos environ 40 000 associations. Qu'est-ce qu'on appelle association? C'est les interfaces entre la population et les autorités. C'est les gens qui agissent au quotidien dans les communautés. M. Biya gagne toujours dans le monde rural, comme vous le savez très bien. Or, dans le monde rural, quelles sont les interfaces, quels sont les leaderships au niveau communautaire ou au monde rural? C'est les associations de tous les types. Alors, si vous décidez de neutraliser les associations, ça veut dire que si tous ces associations mènent campagne contre le RDPC perd. Donc, M. Atangandji pose un acte extrêmement intéressant. À l'origine, les élections locales auraient dû avoir lieu également cette année. Municipales, communales, pour ne citer que celles-là. Elles ont été prorogées d'un an. Elles auront lieu enfin, du moins, en 2026. Vous y voyez également une stratégie du pouvoir? Écoutez, nous sommes en politique, là, cette fois-là. D'accord. Et il va de soi qu'en son temps, je me suis prononcé sur les arguments qui ont été mis sur la table pour essayer de justifier le report. Mais cela ne subodore pas que cela me surprenait, puisque j'avais déjà anticipé en rappelant qu'il devait le faire, qu'il n'y aurait pas d'élection, des élections locales et législatives avant la présidentielle. Au moins cela, parce que le RDPC, dans sa stratégie permanente de roublardise politique, comme vous le savez très bien, devait trouver une stratégie pour maîtriser
le corps des candidats potentiels, ou alors le corps de producteurs de candidats. Comme vous le savez très bien, dans le système électoral camerounais, l'élection présidentielle, on n'est pas candidat si on n'est pas présenté par un parti politique, ou alors si on ne remplit pas les conditions des candidatures indépendantes, à la réalité dont les 30 signatures qualifiées par région. Alors, donc à ce moment-là, le RDPC savait qui sont les partis politiques capables de présenter un candidat. Et donc, ils pouvaient travailler leur stratégie pour maîtriser ces partis politiques, maîtriser comment ils gèrent cela. Donc, il n'était pas intéressant pour eux de créer une autre équation supplémentaire pour eux à résoudre. Donc, ils pouvaient partir de ce qu'ils ont eu comme résultat en 2020 par rapport aux élections locales et aux élections législatives pour dire, OK, nous, on travaille sur ça pour essayer de structurer la manière dont on va avoir notre victoire en 2025 lorsqu'on présentera un candidat, M. Biya, ou son remplaçant. Donc pour moi, ce n'était pas une surprise. C'était une question de stratégie politique de la part du pouvoir en place pour essayer d'être sûr qu'il n'y aura pas d'autres partis politiques capables d'investir que ceux qui connaissent. D'accord. Par ailleurs, vous l'avez dit plus d'une fois, vous êtes convaincu de la candidature prochaine du président de la République. Paul Biya, pour vous, il sera candidat. Mais mieux, vous y trouvez, et c'est un peu contradictoire, une catastrophe, mais aussi une opportunité. Oui, d'abord une catastrophe parce que, voyez-vous, je viens de séjourner pendant plus de 2 mois à l'extérieur. D'accord. Nous continuons d'être regardés comme une curiosité planétaire. Dans les différents, vous voyagez comme moi, vous êtes dans plusieurs pays, vous rencontrez des gens, peut-être pas les mêmes personnes, mais nous sommes une curiosité planétaire dans le monde. Est-ce qu'on doit continuer à supporter cela comme ça? C'est pour ça que j'ai dit une catastrophe. Au nom de quoi les Camerounais doivent être considérés comme des gourous qui empêchent à un monsieur de plus de 90 ans d'aller se reposer. Au nom de quoi est-ce qu'on peut dire que le Cameroun va continuer à être gouverné très souvent par une photo? Parce qu'au regard de toutes les crises qu'on est en train de voir... Mais ailleurs, les peuples qui en ont eu marre ont su exprimer leur position. Comme pour dire que nous n'avons pas su exprimer les nôtres au Cameroun. Je sais pas. Non, je ne veux pas qu'on donne il ne faut pas cette insulte au peuple camerounais. Non, ce n'est pas une insulte, je veux dire c'est une observation. Oui, c'est une observation, c'est votre jugement, mais le jugement est perçu comme une insulte aux citoyens qui seraient incapables de réagir par rapport à une frustration. Non, c'est plutôt un peuple qui est réaliste. C'est plutôt un peuple qui est conscient. Parce qu'il n'y a pas un peuple déterminé que celui du Cameroun. Il a connu toutes les guerres, les types de guerres, que ce soit affronter le monde impérialiste, le monde colonial, ou alors simplement lutter pour les indépendances. On a connu quand même un peuple déterminé. Et dans les années 90, on sait ce que le peuple camerounais a pu faire. Donc, le peuple est devenu très conscient d'un certain nombre d'enjeux. Il n'engage pas les batailles qui ne vont pas aboutir à une victoire définitive. Il n'est plus prêt à se laisser pour le spectacle. C'est pas un peuple de spectacle, c'est un peuple d'action et d'action à succès. Parce qu'il a une histoire des luttes. Donc, de ce point de vue, je reste dans la position que j'ai donnée. C'est une catastrophe parce que nous sommes urisés. C'est pas normal que le président, dont on sait que sa santé est fragile aujourd'hui, c'est un secret polichinelle que de le dire, parce que lui-même il n'est pas présent, on ne le voit pas. J'ai pas voté une photo, j'ai pas voté quelqu'un qui doit gouverner à travers ce qu'on appelle les hautes instructions ou alors les délégations permanentes de signature, qui sont même devenues des délégations permanentes de pouvoir à la réalité, parce qu'il faut la nuance entre les deux. Aujourd'hui, le Cameroun est gouverné par pilotage automatique, c'est qui crée tous ces conflits qu'on est en train de voir entre ceux qui estiment être les meilleurs intermédiaires de M. Biya Paul. En cela, c'est une catastrophe. Mais c'est aussi une opportunité que M. Biya soit candidat. Oui, c'est une opportunité. Pour la simple raison que tout Camerounais sérieux, pas ceux qui sont dans la mafia, parce qu'il y a une mafia qui existe, qui est entretenue par la bourgeoisie administrative criminelle qui est à côté du pouvoir et de temps en temps au pouvoir, ces Camerounais sérieux, tout jeune Camerounais, a besoin aujourd'hui de voir le Cameroun changer. Il a besoin de changement. Changement de gouvernance, changement de leadership. Et donc, avoir un papa qui a de la peine à se présenter devant ses citoyens face aux différentes crises, il n'a jamais été dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est qu'un exemple que je prends là. Il n'a jamais été là. Toutes les grandes crises, on ne l'a pas vu présent. Dans le Grand Nord et tout, on ne l'a pas vu présent. Pourquoi? C'est un choix. Si c'est un choix, ce n'est pas un choix démocratique, parce que nous, on l'a voté. Nous, on a dit que nous, on l'a voté en 2018, c'était pour qu'il soit sur le terrain. On n'a pas voté quelqu'un pour que sa photo ou ses représentants viennent. Et donc, de ce point de vue, serait intéressant qu'on lui oppose cette longévité. Donc, c'est pour ça que c'est une opportunité. Qu'on lui oppose cette incapacité observée
à être effectivement le président du Cameroun. Président présent devant les situations auxquelles les Camerounais sont confrontés. Donc, en cela, c'est une opportunité. Parce qu'une autre personne à sa place, choisie par le RDPC, une autre personne jeune, on lui donne le bénéfice du doute. Qu'il essaye aussi, on va voir. Donc on pourrait construire, ces communicateurs pourraient construire un discours du genre, c'est un nouveau qui est arrivé, on ne peut pas juger, on va juger le basson au pied du mur, donc laissons-lui une chance. Un peu le discours qu'on a eu lorsque la gabonisation a été une réalité. Hein, lorsque M. Ali Bongo, M. Oligui Nguema. Non, pas Oligui Nguema, quand Omar Bongo est parti. D'accord. Et que Ali l'a remplacé. Il va de soi que c'était... les opposants gabonais ont eu des problèmes. Parce que du coup, il y avait un jeune, entre guillemets, qui était arrivé au pouvoir. Les arguments de vieillesse, de longévité et tout autre qui était des tares pour M. Omar Bongo ne pouvaient pas être valables pour Ali. Conséquence, il a pu dompter en un temps record une bonne partie des jeunes gabonais. Et voilà, même si l'élection contre Pine, on sait ce que ça a été, mais au moins, il y avait ce problème. Pour le Cameroun, c'est une opportunité parce que si M. Biya est candidat, il y a trop d'arguments contre lui. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui pour quelqu'un de sérieux de dire que ce qu'il n'a pas fait en 40 ans, il va le faire dans les 7 années prochaines. C'est pas possible. C'est un discours qui ne passe pas. Alors, cela dit, comment vous appréciez les chances réelles de l'opposition camerounaise actuelle face à tout ce qu'on vient de décrire, dans un vocabulaire un peu vindicatif? Voyez-vous, l'opposition camerounaise, ou alors les forces de changement, je préfère dire comme ça, parce que tout n'est pas qu'opposition politique. L'opposition peut être même de la société civile, parce que les candidatures n'étant pas étant autorisées, ça veut dire qu'il faut déconstruire l'idée selon laquelle il faut être dans un parti politique pour postuler à la magistrature suprême. Ça veut dire qu'on admet que les non-politiciens, n'appartenant pas à des partis politiques, peuvent l'être. Et donc, ce n'est plus une affaire seulement de partis politiques. Donc, quand on pose la question sur les chances, l'opposition camerounaise ou les forces de changement ont toutes les chances et ont zéro chance. Encore une position médiane. Oui, bien. C'est pas médiane. C'est ambigu. Je préfère l'expression ambiguë. D'accord. Parce que l'opposition a toutes les chances si elle réussit. Les forces de changement ont toutes les chances si elle réussit à comprendre l'évidence. L'évidence, c'est quoi? C'est qu'ils sont face à un parti administratif. Ils sont face à un parti qui, en 50 ans, a réussi à prendre possession de l'administration. On est dans la décentralisation, mais l'aspect déconcentration de l'État, à travers les structures administratives qui sont dans tous les 360 communes, permet aux partis dominants d'être présents. D'être présents, y compris par les schémas de rente. Et donc, si l'opposition ne comprend pas que, même si la plupart des Camerounais veulent le changement, personne au regard des forces actuelles, au regard des forces déclarées, personne seul ne peut réussir à prendre le pouvoir qui est manifestement au carrefour. Personne seul ne réussira. Pas parce que le RDPC est plus puissant, mais parce qu'il est plus présent partout. Vous plaidez pour une jonction de... C'est pour dire que c'est voilà, là où l'opposition a toutes les chances, si elle se met ensemble. D'accord. Mais elle a zéro chance si certains pensent qu'ils peuvent seuls aller récupérer. C'est pas possible. C'est pas possible. Et dans l'analyse, vous dites que c'est le cas en ce moment? L'analyse, je dis, on n'est pas encore dans une dynamique de convergence que je voyais, comme beaucoup d'autres acteurs qui sont préparés et qui analysent cette situation, qui le voient. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment que beaucoup d'acteurs ont compris l'échec automatique de l'initiative individuelle dans la conquête du pouvoir face à M. Biya Paul ou à tout autre remplaçant qui vient du parti administratif qui a pris le contrôle. Pour une raison au moins, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles deux. La première raison, c'est l'incapacité des forces du changement, prises individuellement, à pouvoir remplacer, à pouvoir au moins être joué à part égale avec le parti dominant, le parti administratif qui est le RDPC, dans tous les 360 communes. Ce n'est pas possible. Aucun ne peut le faire aujourd'hui.
comme aucun n'a pu le faire en 2018, comme aucun n'a pu le faire en 2011 et même en 2004 et même en 97. Et donc, c'est une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit. Le deuxième élément fondamental qui justifie cela, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, ce que j'appelle la fragmentation assumée de la société camerounaise. Elle était déjà une réalité lorsque, avec le cardinal Toumi, je mettais sur le marché le livre L'offre orange, hein, dans lequel, dans les 270 pages, nous décryptions la situation et mettions sur la table une proposition toujours d'offre de convergence. Aujourd'hui, la situation qu'on décrit en 2008 s'est accentuée et on est aujourd'hui passé d'une fragmentation vécue à une fragmentation assumée. Qu'est-ce que j'appelle fragmentation assumée? C'est-à-dire que le pouvoir, l'ordre de 82, dans sa logique de conservation de pouvoir, a cru devoir exacerber un certain nombre de fractures, hein, c'est-à-dire que ce soit ethniques, sociales, régionalistes, linguistiques, pour essayer de se maintenir. Il fallait monter les uns contre les autres. Et avec du temps, ces fractures ont été constatées comme réelles et les entités sont assumées. Et qu'est-ce que j'appelle s'assumer? C'est-à-dire que quand on réussit à faire passer un discours d'allogénie, d'autochtonie aux gens, pendant 10, 20 ans, la communauté Sawa, par exemple, on est à Douala, je parle de la communauté Sawa, je suis né dans cette ville, hein, mais j'ai grandi avec les gars de Douala qui sont là et tout, Garbassa. La communauté Sawa aujourd'hui peut s'estimer, parce qu'on lui a rabâché dans la tête de manière permanente que les autres sont des étrangers, ainsi de suite, elle peut finir par, et elle finit pour une partie, par comprendre qu'à la réalité, même notre vivre ensemble a été quelque chose d'abstrait. Et donc c'est normal aujourd'hui qu'on se structure de manière à mieux se protéger par rapport à une invasion externe qui arrive. C'est ce que j'appelle fragmentation assumée. Des communautés comme qu'on appelle des allogènes, on peut prendre des cas des Bamileke qui sont présentés, peuvent se dire de plus en plus, on nous présente comme ceux qui sont contraires, qui ne veulent pas, qui sont dominateurs, qu'il faut abattre de part et d'autre. Et à un moment donné, ils se disent, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être assumer le fait que nous sommes attaqués et alors se structurer pour pouvoir récupérer le pouvoir central. Les communautés Bassa, par exemple, peuvent estimer aujourd'hui que on n'a pas laissé Oumnoubé arriver au pouvoir, on a fait tout pour casser l'UPC dans l'Union Ekele de part et d'autre. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui qu'un Bassa arrive au pouvoir. Les communautés anglophones, on peut dire multipliées par et d'autres, les communautés anglophones aujourd'hui se retrouvent dans une situation où ils se disent, attendez, depuis l'histoire de 61, là, depuis qu'on parle depuis 2016 de cette situation, on nous massacre, on nous tue, Yaoundé ville. Donc il est temps aujourd'hui, si Yaoundé veut vraiment la paix, que nous on prenne le pouvoir, c'est légitime. Hein? Les nordistes, on les a vus s'organiser dans plusieurs types de regroupements, comme on a pu voir. C'est-à-dire qu'on a vu Guibaï Gatama, très logiquement, lancer 10 millions et que j'ai apprécié ce mouvement à sa juste valeur. De dire, OK, voilà, nous on a donné le pouvoir aux sudistes, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Nous, le Grand Nord continue à être dans une logique de précarité terrible. Et donc, peut-être qu'il faut, pour qu'on s'en sorte bien, que nous on prenne le pouvoir central. Et c'est légitime. Alors, je vais dire, on peut multiplier, c'est ce que j'appelle les fragmentations assumées, on peut multiplier par 10. Et dans cette situation de fragmentation assumée, il n'est pas possible aujourd'hui d'envisager qu'un groupe sorte pour dire « moi seul, je peux aller prendre le pouvoir et je vais réussir ». Et donc, il faut partir de l'hypothèse que ces fragmentations sont assumées, mais ça n'est pas le socle d'un nouveau pays qu'on veut avoir et construire autre chose qui prenne en compte ces revendications qui peuvent être légitimes et qui montre comment est-ce qu'on peut redémarrer ensemble pour avoir une nation en lieu et place des micro-entités ethniques, régionalistes, linguistiques et autres. Donc, voilà à peu près ce que je peux, la lecture. Donc l'opposition, les forces de changement, si elles n'ont pas compris ça, alors elles n'ont aucune chance. Mais si elles le comprennent, elles ont toutes les chances de gagner. Parce qu'elles seront présentes dans toutes les régions. Elles seront présentes dans toutes les localités. Elles seront présentes dans tous les bureaux de vote. D'accord. Elles vont créer ce qu'on appelle la masse critique électorale. Parce que l'enjeu de l'élection, c'est la masse critique électorale, qui se décline en deux. Masse critique électorale locale et les masses critiques électorales nationales. La somme des masses critiques électorales locales donne ce qu'on appelle la masse critique électorale nationale. Et la masse critique électorale nationale est capable de se muer en masse critique citoyenne, qui, elle, génère les mobilisations nécessaires pour résister à toute tentative de récupération de victoire électorale. Alors, cela dit, ça nous permet d'ailleurs d'entrer dans le vif du sujet. On en arrive à votre proposition, la voie de sortie que vous semblez offrir aux acteurs politiques, mais également
aux électeurs, au peuple camerounais, la solution 25, 24 plus 1. De quoi s'agit-il exactement, Hilaire Kamga? Mais écoutez, je ne semble pas seulement proposer, je propose, nous proposons, parce que ce n'est pas une œuvre, une initiative personnelle, nous proposons cette solution qui est adossée sur ce que j'appelle le pacte citoyen. Le pacte citoyen, dont il y a une solution 25 personnes, 1 plus 24, et qui vont conduire un programme qu'on va appeler le pacte citoyen, c'est-à-dire un contrat entre les 24 et le peuple camerounais. Donc, cette solution collective est une réponse conjoncturelle à une situation. Avant d'y aller, que représente le 1 et que représente le 24? Oui, justement, c'est dans cette logique de bicéphalisation du pouvoir. Okay. Parce que nous partons du postulat selon lequel, en l'état actuel du Cameroun, tel que nous l'avons, tout le monde a pu faire des analyses claires, il n'est pas intelligent de confier la transition du Cameroun, c'est-à-dire que la gestion du Cameroun post-BIA ou post-système BIA, à un individu qui qu'il soit. Parce que le pouvoir est tentant. Mais moi-même, je peux être tenté si j'ai les rênes pour moi-même construire la nouvelle République. C'est pour ça qu'il faut une dynamique collective pour le faire. Dont le 1, c'est le président de transition. Et les 24, c'est les 24 mêmes membres du Conseil supérieur des citoyens, qui est l'autre organe qui co-gère la transition avec le 1. Et c'est les 24 plus 1 qui vont être en contrat avec le peuple. En fait, deux pôles de pouvoir qui se neutralisent. Qui se neutralisent absolument. Parce que c'est ça aussi la clé. J'ai entendu, je faisais encore une discussion avec plusieurs personnes il y a quelques jours aux États-Unis sur cette question-là. Je dis, mais qu'est-ce qui vous fait croire que quand le 1 va, vous avez le pouvoir, le 1 va considérer? J'ai dit, non, justement, c'est ça la clé. Parce qu'il y a une cogestion. Et ce programme ne peut réussir que si le peuple s'approprie. Parce que ce sera un contrat avec le peuple. Et c'est ça qui va créer ce que j'appelle l'électrochoc. Si nous réussissons à avoir ces 25 construits dans cette dynamique de 1 plus 24, avec un pacte citoyen bien compris, on présente au peuple, ça amène le peuple à l'adouber, et ça va créer des passerelles entre ce que j'appelle les éléments, les fragmentés de la société. Et ces passerelles-là vont permettre, parce que ces différentes communautés, ces différentes micro-entités systémiques, ethniques, régionalistes qu'on dit, vont être représentés dans les 24. Mais justement, c'est tous ces éléments-là qui font le peuple. Je veux dire que le peuple n'est pas une entité prise à part, unique, elle n'est pas une entité stable, elle n'est pas une entité identique, tout à fait. Qui va se lever comme un seul homme et qui va dire, elle a ses réalités locales, ses disparités, ses contradictions, du moins le peuple, il a ces éléments-là. Mais vous êtes convaincu que cette dynamique transactionnelle est une voie vers la Troisième République? Il n'y a pas d'autres options de mon point de vue. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de plan B. Soit le système se recycle lui-même et nous reproduit ce qu'on est en train de voir pendant 10-20 autres années, où les acteurs comprennent la dynamique collective et entrent en transaction. Ce n'est pas le point de vue de tous ces hommes politiques qui déclarent leur candidature. Hein. Écoutez, entre ceux qui veulent le fédéralisme, ceux qui sont dans l'État unitaire, on n'en est pas là. Ceux qui veulent... C'est pour ça que je vous dis, monsieur Dipita, c'est une escroquerie politique de prétendre qu'aujourd'hui on va vendre des projets de société aux Camerounais. Comment cela? Les Camerounais n'ont pas besoin de projets de société pour l'instant. La question n'est pas là. Moi, j'ai observé des élections et j'ai travaillé dans le système électoral dans plusieurs pays en Afrique. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, un pays dans lequel j'ai travaillé, vous pensez que l'élection de 2000, qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, et même celles qui ont suivi, étaient des questions de programme? Non, pas du tout. Même quand Ouattara a fait le débat avec M. Barbeau, mais chacun, tous ceux qui suivent vont déjà décider de qui ils vont voter. Ils savent qu'ils vont voter pour Ouattara pour les uns, les autres vont voter pour Barbeau. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'histoire d'un pays, la question n'est pas le programme. N'est pas le projet de société, je vais dire. C'est-à-dire que c'est pas, puisque tout le monde va dire la même chose pratiquement. Oui, je vais améliorer des salaires, je vais faire des routes, je vais faire un système éducatif. Donc vous allez regarder. C'est pas de ça qu'on a. Il est question d'un électrochoc nouveau. Et qu'un Cameroun nouveau naisse. Ce Cameroun nouveau, c'est celui qui va être construit dans la transition. Donc penser qu'on va venir seulement dire, ok, voilà mon projet de société, c'est le meilleur que celui de M. RDPC, M. Tantantan, c'est faux. C'est une escroquerie. Donc de ce point de vue, il faudrait qu'on réussisse à faire comprendre aux Camerounais que la période de transition est indispensable. Et comment, de ce point de vue, vous excluez donc l'électrochoc Paul Biya?
Je veux dire qu'il peut faire partie des éléments qui suscitent cet électrochoc aussi. Si on allait plus loin dans l'explication Je vous laisse poursuivre. De notre modèle, vous comprendrez que nous n'excluons personne. D'accord. Mais j'étais en train de vous dire que ce n'est plus l'heure des projets de société. Et ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, on fera le bilan en novembre prochain. Les Camerounais, là, c'est pas... Écoutez, quand Kamto, par exemple, vient faire un meeting, il va trouver quelques flashs parce que c'est un intellectuel qui compte, c'est un homme politique qui est bien averti. Et puis, ceux qui sont venus à son meeting ont déjà fait leur choix. Hein. Quand Cabral va venir le faire, on sait, c'est pas ce qu'il va dire là qui est intéressant. Pour l'instant, là, c'est pas ça qui est le plus important, puisque des choix sont faits à la réalité. Donc, ce n'est que ceux-là que je prends. Hein. Et quand M. Motazé vient faire, par exemple, le discours, j'ai apprécié un de ses discours qu'il a fait contre l'allogénie, là, que j'ai vu, les gens ne viennent pas là parce qu'ils veulent des discours. Et j'ai apprécié pourquoi? Parce que c'était un discours qui n'était pas attendu. Hein, qui n'était pas attendu. Il est venu dire, OK, moi, vous parlez chaque fois d'allogène ici, moi, je ne veux pas entendre parler de cette histoire. Hein? C'est pas ça qui va faire le vote de notre candidat. Hein? Donc il faut montrer ce qu'on a fait. C'était plus intéressant de mon point de vue. Donc pour dire que l'heure n'est pas au projet de société. Il y a un Cameroun nouveau, avec des nouveaux schèmes de gouvernance qui doit être mis en place. Est-ce qu'on doit donner ce pouvoir-là à un individu seul pour le faire? Je dis non. C'est pas possible. Qui qu'il soit, sans qu'on ait des clés, on va le regretter. Mais est-ce que dans l'opposition camerounaise, il existe des gens capables de pouvoir porter le 1? Oui, bien entendu. Ils sont nombreux. J'en ai cité tout à l'heure. Ils sont nombreux pour être le 1. Mais il faut qu'on comprenne que ce sera une cogestion. Parce qu'on ne doit pas laisser un seul individu décider quand est-ce qu'on va convoquer une constituante. Donc il y a une crise de confiance oui, bien entendu. Dans l'environnement politique. Ce qui est normal, bien entendu. On n'est pas dans une dictature maintenant. Il faut qu'on comprenne qu'on est en train de construire une dynamique révolutionnaire. Et dans une dynamique révolutionnaire, c'est un choix. Le Cameroun peut expérimenter un modèle nouveau. C'est-à-dire dire qu'on prend un mandat, mais on le raccourcit en 4 ans pour faire ce qu'on appelle... Ce modèle a déjà été vu où ailleurs? La transition. Pourquoi voulez-vous qu'il soit vu ailleurs pour que vous l'acceptiez comme étant un modèle nouveau? Pourquoi est-ce que vous n'estimez pas que le Cameroun peut créer? Quand nous avons lancé... je prends le cas des révolutions qu'il y a eu dans plusieurs pays. Parce que les gens essaient de nous dire des choses qui n'ont pas leur raison d'être. On dit, OK, il peut y avoir des révolutions, mais aucune révolution n'a jamais mené un parti politique au pouvoir. Hein. Aucune révolution populaire de rue en Afrique, on les a analysées, n'a amené un parti politique au pouvoir. Il faut le dire. Hein. Encore moins un leader d'opposition au pouvoir. Aucune révolution de rue. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et nous proposons un modèle nouveau. Que les gens comprennent que, individuellement, pris en tant que force individuelle, ils ne peuvent pas seuls, pour 1000 raisons, parce que le temps il est court, parce que la dynamique de fraude est tellement huilée et que personne ne peut pouvoir affronter cette dynamique en croyant qu'il est partout. Parce que vous allez être bien dominant peut-être dans le nord, mais vous ne le serez pas dans l'ouest ou dans le nord-ouest, hein, où on a d'autres réalités. Vous serez peut-être bien dominant dans le nord ou le sud-ouest, où vos gens sont bien présents, mais vous n'aurez pas la même présence sérieuse dans l'est ou dans le sud, ainsi de suite. Et il faut donc agréger tout cela. Et comment agréger cela? En produisant vos propres leaders dans la composition des 25. C'est-à-dire que des gens qui ont un certain leadership local, reconnu par les populations, puisque vous parlez du peuple tout à l'heure, ce peuple reconnaît ses leaders. Ce ne sont pas forcément ceux qui bavardent trop dans les télévisions ou dans les meetings, non pas du tout. Il y a des leaders locaux qui ont un ancrage local tel que c'est imparable. Ces genres de gens qui peuvent représenter leur communauté peuvent entrer dans la transaction. Hein, et ils sont les porteurs des intérêts, entre guillemets, de ces communautés-là dans la période transactionnelle, dans la période de transition, pour laquelle on va mettre en œuvre le contrat de transition qu'on appelle le pacte citoyen. Les gens dans les régions du nord-ouest et du sud, par exemple, doivent absolument être représentés à l'intérieur pour qu'ils puissent dire à leurs frères que ce sera une période de transition. Nous allons ensemble réécrire une constitution de manière endogène, pas celle de la France qu'on aurait rafistolée quelque part. On va penser ensemble notre pays, comme ça a été fait en Afrique du Sud. Hein? Comme ça a été fait en Afrique du post-apartheid. C'est-à-dire quand Mandela et autres ils mettent un parlement de transition, voilà ce que ça crée. On a repensé de manière endogène une nouvelle constitution qui permet de prendre en compte les spécificités ethniques même de l'Afrique du Sud. De manière à ce que même les élections législatives en Afrique du Sud répondent à une certaine logique qui est totalement endogène. Mais il faut donc expliquer ça aux Camerounais pour dire les nordistes, les anglophones, les Bamileke, les Sawa, les Ekan et autres, chacun va trouver son compte dans les 25. Et ensemble, on va s'asseoir pour mettre en place une constituante qui va réécrire une constitution. Ce n'est pas un individu qui va décider
parce qu'il sera président de la République, de choisir les membres d'une constituante qu'il va désigner pour aller écrire la constitution dans laquelle on va dire que lui peut se présenter peut-être 50 fois. C'est pas possible. En quoi le modèle de 2008 avec l'offre orange peut-il inspirer celui de 2025 Plusieurs modèles avec le pacte citoyen? Non, plusieurs modèles inspirent celui de 2025. D'abord, son socle fondamental, c'est celui de 2008. C'est celui qui est dans l'offre orange, c'est le socle fondamental. Et ce modèle, je peux vous l'assurer, on a expérimenté dans d'autres pays qui ont réussi à le faire. Le Niger, par exemple, avec mon ami Marou Amadou, c'est l'offre orange, c'est le modèle là, qui a été mis en place au Niger pour renverser Tandja et mettre en place des institutions de transition, co-gérer, ainsi de suite. C'est ça qui s'est passé au Niger, c'est un exemple que je vous prends. Mais Non, je vous laisse poursuivre. Oui, en fait, quand vous parlez du Niger, mais je veux dire qu'on sait qu'aujourd'hui, oui, non, ça c'est on est dans l'histoire, puisque même l'offre orange elle-même, en tant qu'une offre, était inspirée d'une révolution qui aujourd'hui n'est plus un exemple, c'est-à-dire une révolution réelle qui a eu en Ukraine, où le peuple étant allé à une élection, s'est vu, l'armée a voulu, le président en place a voulu bloquer le résultat des élections, et le peuple s'est levé, et l'armée était obligée de s'aligner derrière le peuple pour chasser le dictateur qui a perdu l'élection. C'est ça l'enjeu. Donc ce modèle de 2008 a bien entendu aidé à concevoir le modèle 2025. Mais il y a aussi d'autres éléments. Entre-temps, n'oubliez pas que j'ai personnellement travaillé dans le cadre de ce qu'on appelle le G7+1, avec les différents candidats qui étaient allés à l'élection 2011, et dont j'en assurais le secrétariat général. On a produit ce qu'on appelle le pacte républicain, qui aujourd'hui, si vous allez au siège de l'UDC à Yaoundé, vous trouverez encore, on a fait une conférence pour présenter. Ce pacte républicain donnait déjà un ensemble d'éléments de façon de se mettre ensemble, malgré les divergences idéologiques et autres, dans une période particulière. Donc il y a eu, ça a bénéficié d'un certain nombre de matériaux produits par le passé, mais aussi, surtout, de ce qui a structuré la victoire de 1992. C'est très important. La victoire de 1992 a donné des matériaux pour mieux habiller la proposition que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 92, si on réussit à la victoire, même si elle a été récupérée par le pouvoir en face, si on réussit en 1992, c'est parce qu'effectivement, on a travaillé sur un projet de gestion d'une transition, sur une transition d'abord, qui était à l'époque seulement de 2 ans, une transition de 2 ans, et sur ce qui allait faire être le socle de la transition, c'est-à-dire une conférence nationale souveraine qui était l'élément central. Vous savez que l'histoire de la victoire de 92 est la version comptée par l'opposition. Non, je n'étais pas l'opposition, j'étais parmi les forces de changement. Les forces de changement. Je dis dans c'est pour que votre inspecteur tienne bien. Je suis encore l'une des personnes vivantes et actives sur la scène, capable de vous parler, peut-être d'autorité même, de la structure de la victoire de 92. Pourquoi? Parce que j'en étais le patron de la cellule de communication Lyon pour le changement, tout jeune, qui était en 92, soit dit en passant. J'en étais d'abord le rapporteur, et le président était Charlie Gabriel Bord, le professeur, qui est encore là aujourd'hui. Et dans ces cellules sont passés plein de gens, dont certains, beaucoup sont encore vivants, Sinjun Pokam, beaucoup de gens, y compris le professeur Kamto, qui est passé par là 10 jours avant l'élection, et qui a apporté qui a apporté un tonus dans cette cellule. Nous avons donc travaillé pour cette campagne, et on peut vous dire je peux vous dire, puisque les archives, c'est moi qui les garde encore jusqu'à aujourd'hui, donc d'autorité, je peux en parler, pour vous dire ce qui a permis qu'on puisse arriver à ça. On a pu faire un maillage qui tenait compte de ces divergences ethniques et autres, mais surtout que les gens, ceux qui devaient gérer le pays après l'élection d'octobre, étaient connus. Qui devait être président, qui devait être premier ministre, ainsi de suite. Ça, c'était quasi connu à la réalité. Et donc, cette dynamique collective a structuré une agrégation des régions, des communautés, malgré les différences qu'on avait créées, et que tous les forces du changement allaient dans le même sens, pas pour voter seulement Frunzi, mais pour voter le candidat du changement. Parce que le SDF n'était là que pour apporter son matériel administratif en tant que parti politique, puisque c'est un parti politique qui porte le candidat à la réalité. Bon, ça a marché jusqu'à l'élection, et après, bon, ça a donné ce que ça a donné. Mais seulement, on a puisé un peu de cela pour arriver à tout ce qu'on a aujourd'hui dans la solution 25, cette solution collective que nous mettons à la disposition des Camerounais. Vous en avez longuement parlé tout à l'heure. Comment comptez-vous surmonter les clivages ethno-communautaires pour réussir cette convergence des forces du changement? D'abord, je postule que tous ceux qui parlent changement veulent le changement. Je postule que tous les leaders qui sont engagés et qui sont déclarés comme candidats, ou alors qui ont créé des partis politiques dans l'esprit du changement, sont avec le peuple et vivent la misère du peuple avec ce peuple. Et donc, sont capables de se surpasser eux-mêmes, de surpasser leurs propres égos, pour
que enfin le peuple soit libéré. Et qu'après, ils puissent maintenant mettre sur la table leur projet de société. Donc je parle de ce postulat de base, et pour connaître, je connais un certain nombre de ces leaders-là, je sais que beaucoup sont dans cette prédisposition favorable. Beaucoup sont dans cette prédisposition. Donc il s'agira maintenant pour nous de mieux expliquer la faisabilité de ce qu'on met sur la table et de leur donner l'opportunité d'écrire l'histoire en disant j'ai pu m'absoudre moi-même par rapport à mes propres ambitions pour permettre que cette dynamique puisse arriver à bout. Donc nous allons aller sur ce plaidoyer. On a commencé par mettre sur la table l'offre, comme je vous ai dit, parce qu'il y a un contenu, il faut le dire. C'est ce contenu qui doit être bien compris par les Camerounais. Et le Parti citoyen n'est pas un slogan. Il y a un contenu de qu'est-ce qu'on fait pendant la transition. Qui le fait, comment on le fait, et comment on se rassure que le contrat pris avec le peuple qui va être fait ne sera pas détourné pendant les 4 ans ou les 3 ans de transition. Nous sommes à 6 mois de l'élection. Êtes-vous optimiste? Je veux dire que, au-delà de ce que le scrutin aura lieu probablement en octobre, Oui. les différents partis politiques leaders se déploient, Oui. les uns indépendamment des autres, en ignorant d'ailleurs les autres. Oui. Sinon, il n'y a d'échange que lorsqu'il y a invective, on le voit, le déploiement sur les réseaux sociaux, les communicants des différents partis politiques. Avec votre offre, avec votre solution 25, quand vous regardez tout cela dans le contexte actuel, et le RDPC qui lui continue à se mobiliser, installant ses responsables locaux, vous y croyez vraiment, vous dites, il ne se fait pas tard? Non, je crois fermement en cette proposition. Qu'est-ce qui motive cette foi? La foi, c'est la prédisposition que beaucoup de leaders ont de parler de transition comme je le parle aujourd'hui. D'accord. La foi, c'est la prédisposition que ces leaders ont de présenter la souffrance du peuple comme leur préoccupation et de manière... Et la seule solution, c'est libérer. Libérer le peuple, c'est quoi? C'est prendre le pouvoir central. D'accord. Donc, alors, si tout le monde est d'accord qu'il faut prendre le pouvoir central, je crois que chacun devrait être d'accord que s'il ne peut pas par lui-même seul, il faut qu'il soit au moins dans une dynamique qui permet que collectivement on le prenne. C'est un absolutisme relatif. Je continue de le croire. Tout le monde d'accord? Le RDPC et ses militants sont-ils d'accord? Non, je veux dire, le RDPC n'est pas une vue de l'esprit non plus. Mais ce sont des militants. Avant de venir dans ce studio, même quand je suis arrivé à Douala, l'une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était quelqu'un du RDPC que je vais citer. D'accord. Qui croit aussi au changement. Ok. Ouais, qui croit aussi Il y en a qui n'y croient pas. Oui, bien sûr, qui croit au changement. Ou alors il y en a qui croient au changement mais avec des solutions internes éventuelles. Oui, il y en a qui croient au changement et qui pensent qu'effectivement, ce n'était pas une bonne idée pour M. Biya d'être candidat. Ça veut dire qu'à la réalité, moi, je ne postule pas que le RDPC n'a que des personnes négatives. Okay. Le cardinal Toumi m'a appris beaucoup de choses, c'était mon parrain, vous le savez très bien. Il m'a appris beaucoup de choses. Il faut être tolérant, il faut pardonner, il faut savoir pardonner. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est que tout le monde a la conviction, je veux dire, au sein des forces de changement, chacun, quand il se déploie, c'est comme si les militants caractériels, incisifs, les plus volontaristes du RDPC ne comptent pas. Non. Je veux dire qu'il y en a aujourd'hui encore qui disent c'est le président Biya ou personne d'autre. Il y en a qui disent si ce n'est pas le président Biya, la solution reste quand même toujours dans notre camp, en interne. Ce qui est normal. Mais à partir de là, je veux comprendre cette motivation, j'ai failli dire cet aveuglement absolu. Non, il n'y a pas de... D'abord, comme je l'ai dit tantôt, le RDPC fait partie de mes clients. Si on considérait que je suis dans un marché politique aujourd'hui, en train de travailler comme d'être le manœuvre pour un changement. Le RDPC fait partie de mes clients. Et je crois que j'ai beaucoup de personnes qui vont nous suivre dans cette logique, si jamais la mayonnaise avait véritablement pris. Parce qu'à la réalité, les gens ne sont pas à l'aise. L'affrontement entre les bénéficiaires des hautes instructions et les victimes des hautes instructions dans le même système fait qu'il y a un clivage, il y a une fragmentation interne au RDPC qui n'est pas bon pour la République en ce moment. Donc ça veut dire que même au RDPC, on a des personnes qui croient au changement. Et nous, on a besoin de ces personnes-là, elles vont nous trouver. Donc la question n'est pas à ce niveau-là pour l'instant pour moi. La question est, et je reste dans votre question centrale, pourquoi est-ce que les autres, au niveau de l'opposition, vont suivre? Ça m'amène à vous dire d'abord ceci. Moi, je suis dans une œuvre pastorale. Je ne suis pas venu en tant que candidat. Ma candidature n'est pas non plus exclue, ce n'est pas possible, c'est pas indispensable. Mais je suis un Camerounais qui a des ambitions comme les autres, mais qui est prêt à taire ses ambitions par rapport à cette dynamique collective qui se met en place. Même si je ne suis pas dans les 25, ça m'intéresse, ce n'est pas important. Déjà, être avec vous pour mettre sur la table ce projet, c'est déjà une œuvre qu'on a fait. Et en novembre, on fera l'évaluation.
On fera l'évaluation peut-être étant au palais déjà, et tout dit, ou on fera l'évaluation en mode, bon, d'accord, on n'a pas pu réussir. Donc pour l'instant, je vous présente la démarche. D'accord. Nous avons mis sur la table l'offre. On a expliqué les contenus. Et merci, M. Dipita, pour cette occasion que vous nous donnez d'expliquer clairement cette offre aux gens. C'est notre devoir. Nous avons fait cela. Nous avons ensuite écrit à tous les candidats potentiels, candidats déclarés, candidats potentiels, et à tous les porteurs d'instruments d'investiture, c'est-à-dire les partis politiques capables d'investir. Certains n'ont pas encore reçu leur courrier parce qu'on avait des problèmes pour les retrouver, mais ils sont en train de le faire. Je peux vous dire au jour d'aujourd'hui que tous ceux qui officiellement ont déclaré des candidatures, ont déclaré qu'ils pouvaient être candidats et qui étaient joignables, ont reçu des courriers physiques, hein, ou alors numériques pour ceux qui n'ont pas été. Donc, et je peux vous dire aussi que en dehors de cela, les principaux leaders de la société civile sont en train de recevoir leur correspondance officielle avec cette offre. Le corps religieux, de la même manière, le corps traditionnel, on est en train de le faire pour que le maillage prenne. Parce que chacun doit répondre de l'histoire. Il y avait une opportunité, l'avons-nous saisi ou pas? C'était ça qui est la question. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les réponses qu'on reçoit, que ce soit des accords de principe, que ce soit des prédispositions favorables, nous amènent à pouvoir postuler que nous sommes sur le droit chemin. Nous avons déjà beaucoup de réponses positives des acteurs de premier plan qui nous disent on va voir comment ça va donner, on va essayer de faire ensemble. Donc, d'ici quelques semaines, on aura plusieurs réunions avec tous ceux qui sont déjà d'accord pour voir comment on déploie. Il ne nous reste que 2 mois. Donc, je crois en cette capacité des Camerounais, à un moment donné, à pouvoir s'absoudre par rapport à une dynamique collective qui n'est pas là pour promouvoir un individu. On n'est pas là pour promouvoir Kamga ou pour promouvoir tel. Hein, je m'efface par rapport, c'est l'offre qui doit rester. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que j'avais à vous dire là-dessus pour dire sur quoi je fonde mon assurance. Je fonde mon assurance sur la prédisposition des uns et des autres et leur capacité à pouvoir répondre et à regarder les Camerounais à un moment donné pour dire est-ce que j'ai pu donner une chance à cette chance qui a été offerte. Quels sont les mécanismes dans la solution 25 présents, mis en place pour assurer une transition politique apaisée? Vous avez dit 4 ans jusqu'en 2029. D'abord, disons que la solution 25, c'est un président de transition. Okay. Et 24 membres du Conseil supérieur des citoyens. Le président de transition n'est pas concerné par tout ce qui est institution de production de la Troisième République. Très important. Le président de transition, celui qui acceptera d'être le 1, ne sera pas concerné directement par toute la mécanique transitionnelle. Il aura pour mission principale d'être le président de la République, donc qui a le sceau de l'État, et de gérer les affaires courantes de l'État pendant les 4 ans. Avec possibilité d'être présent en 2029? Jamais. D'accord. C'est une des contraintes. Okay. Il va donc lui-même nommer son Premier ministre. Et les membres du gouvernement, aux différents postes qu'il y a pour gérer l'éducation, gérer la santé. L'État doit continuer. C'est lui qui s'en occupe. À fonctionner. Sauf que il ne sera pas l'auteur, le gestionnaire des forces de sécurité et de défense. Il sera co-gestionnaire. Parce que pour gérer les forces de sécurité et de défense pendant la période de transition, ce sera lui et le Conseil supérieur des citoyens. Il ne pourra pas affecter, il ne pourra pas nommer dans les forces armées, dans la police, dans la gendarmerie, sans qu'il y ait eu approbation des 24 du Conseil supérieur des citoyens. Ceci pourquoi? Pour sécuriser la transition. Et maintenant, que vont faire les 24? Ce n'est pas des noms simplement d'une institution qui est là pour les garder, non. Il n'y a que pendant la transition, il y a des institutions nouvelles et des choses qui vont se mettre en place. Il y a d'abord ce qu'on appelle la commission vérité et réconciliation, messieurs. C'est le nœud de ce projet. Parce que le Cameroun de 2029, post-transition, sera un Cameroun réconcilié avec lui-même. Or, nous savons que le gap qu'il y a aujourd'hui entre les victimes et les bourreaux est très grand. Si vous éteignez toutes les lumières au Cameroun, le matin vous vous réveillez, vous allez voir que la plupart des tenants du pouvoir sont tués, sont assassinés. Parce que chacun rumine en lui un certain nombre de crimes, de ressentis. Et donc, il faut trouver le moyen de réconcilier ces Camerounais entre eux. Parce que ceux qui vont gérer le Cameroun en 2029, ils ne vont pas gérer une partie du Cameroun, ils vont gérer tous les Camerounais. Et tous les Camerounais ont droit d'être là, ont droit d'être dans leur pays. Il faut donc trouver la mécanique qui permet. Et la commission vérité et réconciliation est une des structures importantes, qui sera gérée par l'un des 24, soit dit en passant. Et parce qu'on va donner la chance à tous ceux qui ont été les bourreaux de venir devant cette commission
pour, reconnaître leurs crimes, que ce soit des crimes de sang, des crimes économiques, demander pardon aux victimes, accepter que les victimes puissent accepter le pardon, et maintenant, tendre la main pour la réconciliation, bien entendu, après que les mécanismes de réparation par rapport aux victimes soient mis en place. Une forme de chasse aux sorcières. C'est pas une chasse aux sorcières. On vous dit réconciliation, ça peut être une chasse aux sorcières. Si c'est un pays réconcilié avec lui-même, vous ne pouvez pas pardonner, M. Dipita Tongo, si votre bourreau n'a pas reconnu sa faute. Il faut au préalable qu'il reconnaisse sa faute. Il faut venir devant dire, j'ai commis cette faute-ci, j'étais pas conscient ou j'étais... Dites ce que vous voulez, mais reconnaissez d'abord, demandez pardon. Et quand vous l'aurez fait, il n'y aura pas de pénal pour vous. Il n'y aura pas de poursuite pénale. Si c'est des crimes économiques, soit dit en passant, nous prévoyons ce qu'on appelle le programme de rectification citoyenne. Chaque citoyen qui s'est donné des libertés dans les caisses de l'État viendra devant la commission Vérité et Réconciliation, parce qu'il doit d'abord signer ce qu'on appelle le contrat de tolérance. Dans le contrat de tolérance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai géré peut-être 1 milliard, les 1 milliard là, j'ai pu, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai distrait environ 300 milliards. En fait, tout le mot qu'il trouve pour être poli. Mais les 300 millions là, c'est tel immeuble que j'ai à tel endroit, et peut-être 50 millions dans mon compte. Je signe sur l'honneur que ce que j'ai dit est vrai. Quand il a fini de dire ça et que c'est vrai, il n'est pas plus en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Il signe juste un ordre de transfert de cet argent vers les comptes de l'État et un ordre de transfert de propriété à l'État du Cameroun. Hein? Si c'est des immeubles bien en location, il va continuer de percevoir la moitié des loyers pendant 3 ans pour que le choc de cette privation n'agit pas sur les enfants qui n'ont pas demandé à être dans sa famille. Parce qu'il faut réconcilier tout le monde. Il faut trouver le moyen. J'ai fréquenté en Europe avec des gens qui, pendant que je faisais la planche pour avoir mon argent, pour aller payer mon métro et autres, ces gars, ils restaient à la fin du mois, l'argent arrivait parce que leurs parents volaient dans les caisses. Mais cet enfant n'a pas demandé à naître là. Il n'a pas besoin de subir tout ça, fondamentalement. Il va subir. Il faut seulement que son père lui dise, dans 1 an, tu ne dois plus continuer à avoir parce que j'ai plus les mêmes moyens. Voilà c'est ça que j'appelle la réconciliation. Et nous prévoyons que cette opération du contrat de tolérance va rapporter 6 000 milliards, c'est ce qu'on avait étudié en 2008, à l'État du Cameroun. De l'argent frais. Non, on n'a pas besoin. Et cet argent va servir au PORECI, le programme de rectification citoyenne, qui lui-même va être géré par l'un des 24 toujours. Rectification citoyenne, c'est quoi? C'est que pendant la période d'indépendance, des gens ont laissé leur vie. Des victimes sont là, y compris ici à Douala, qui ont été fusillés. Ces gens doivent pouvoir être indemnisés, entre guillemets. Comment? Il y aura de l'argent pour l'indemniser. Il y aura l'indemnisation morale, il y aura la réparation, de toute façon. Il y a le mécanisme. Nous n'apportons pas la roue, on ne recrée pas une roue. Ça a existé ailleurs, on peut le faire au Cameroun. On aura l'argent récupéré pour régler ces questions-là. Hein, et on aura du frais qui va arriver avant la fin du mandat de 2029. Hein. Il y aura quelqu'un qui va gérer dans ce programme de rectification citoyenne pour permettre que ces gens puissent, ceux qui ont lutté dans les années 60, ceux qui ont lutté dans les années post-indépendance et qui ont perdu des vies, et ensuite ceux qui ont été massacrés dans les années 90, on le sait qu'il y en a eu plein qui ont été massacrés dans la lutte pour la démocratie, tout ça, toutes ces personnes vont être reconnues et les réparations subséquentes vont être données par des fonds qu'on va collecter pendant la transition. Et ça, c'est géré par l'un des 24 toujours, comme je viens de le dire. Le contrat est tolérant aussi. Mais il y aura d'autres institutions. Est-ce que ce n'est pas une... La commission d'audit national. Est-ce que ce n'est pas... Je vais vous laisser poursuivre les commissions. Est-ce que ce n'est pas une vision illusoire? Je prends quelques cas, permettez. Allez-y, oui. On a entendu parler des richesses faramineuses de Mobutu. Oui. On les cherche toujours. Oui. Pour indemniser les victimes de Mobutu. Oui. Tout récemment, au Sénégal, on parle d'1 millier de personnes interrogées, saisies et tout ça pour seulement 15 milliards de récupérés. Oui. Et ainsi de suite. Je veux dire que quand on prend des exemples ailleurs, on a toujours le sentiment que le président sortant, dictateur et tout ce qui va avec, détourneur de fonds publics et son gouvernement, étaient de grands milliardaires. Oui. Mais seulement au soir de la journée, on s'aperçoit que les montants qu'on imaginait ne sont pas forcément les montants qu'on récupère. D'accord. Je vous réponds. D'accord. C'est ça l'originalité de l'offre. OK. Ça a été pensé. C'est un pays qui veut se réconcilier avec lui-même. Le contrat de tolérance que nous mettons à la disposition, qui va être mis à disposition des Camerounais, qui ont géré la fortune publique et tout, c'est la clé du problème. Lorsque vous le signez, ça veut dire que c'est un choix. Vous dites que je déclare que je n'ai qu'un immeuble, y compris par mon nom ou par prête-nom, et il ne reste que telle chose. Quand vous le dites, vous savez que la prison ne vous guette pas si c'est vrai. Mais en même temps, il y a un appel à contribution auprès du peuple qui est le détenteur du parti citoyen. Donc chaque citoyen, là où il se trouve, sera capable de dire que Kamga a écrit dans son machin que
il n'a qu'un immeuble. Moi, je connais son immeuble à tel endroit qu'il a mis au nom de sa sœur. Hein? Il y aura donc une équipe pour faire les vérifications. Et si on se rend compte que tu as menti dans ta déclaration, la peine maximale prévue par le code pénal te sera appliquée. Donc du coup, chacun, on sait que tous les 30 millions de Camerounais seront mis à contribution. Parce que chacun, vous êtes dans les villages, on dit ça c'est pour tel, ça c'est pour tel. Donc il faudrait que chacun puisse lui-même dire, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'envoie à l'État. Voilà. Et là, il sait que le pénal ne le poursuit pas. Et il garde même ses droits civiques, s'il a fait. Et qu'il a viré. Ça veut dire qu'il peut être candidat à l'élection. Mais s'il ne le fait pas, si le peuple contribue, c'est fini. Puisque chacun sait dans le quartier que l'argent, si c'est l'argent de détournement, ça appartient à tel, ça appartient à tel, ça appartient à tel. C'est à toi de venir justifier si tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, notre modèle que nous proposons, comme dans le Pacte citoyen, a cette originalité, parce qu'il s'adosse sur le peuple. Et donc, pour finir sur les commissions, parce que les 24, chacun a un rôle, il y a la Commission nationale d'audit, M. Dipita. Je vous suis. La Commission nationale d'audit, qui elle-même a 6 comités d'audit. Parce qu'il faut faire l'audit d'abord de l'État, bien entendu, c'est un comité à part, qui est géré par l'une des 24 personnes, mais il faut auditer les contrats internationaux. Quels sont les accords bilatéraux qui sont des accords qui ne sont pas en notre faveur? Quels sont les accords multilatéraux qui ne sont pas en nos faveurs? Quels sont les contrats passés avec des entreprises multinationales qui ne sont pas en faveur du Cameroun? Tout ça va être audité. Hein, pour que le Cameroun reprenne sa souveraineté avec les moyens nécessaires pour se relancer. Ces différents comités d'audit vont être mis en place et gérés chacun par un des membres des 24. Et au soir de 2029, nous aurons un état global du Cameroun avec des ressources pertinentes. Mais il y a la commission d'audit, la commission des lois, qui elle-même est faite, la constituante et la commission des lois de dévolution de pouvoir. Ça aussi, c'est géré par un des 24. La constituante, c'est quoi? C'est ceux qui vont d'abord réfléchir sur la nouvelle constitution de manière endogène avec un processus participatif. Et ça va aboutir à l'adoption d'un nouveau parlement. Mais il y a aussi ceux qui vont travailler sur une mécanique de dévolution de pouvoir qui, désormais, structure la manière dont les élections se gèrent, aussi bien en termes de loi pour la gestion des élections que d'organes et d'institutions pour la gestion des élections, avec l'élection, excusez-moi l'expression, d'un juge électoral qui s'occupera que des questions d'élection. Tout ça, ces institutions qui sont gérées par l'une ou l'autre de personnes des 24. Vous comprenez donc, quand je viens de le dire, que toutes les 24 personnes des conseils supérieurs des citoyens auront chacun un rôle à jouer. Personne ne sera au chômage pour se retrouver dans une commission simplement. Donc ces institutions vont fonctionner et fonctionneront donc avec le président de transition qui sera là. Et eux, ils se retrouveront tous les mois pour rendre compte au peuple de l'évolution, du respect des éléments du contrat. C'est ça qui fait le pacte citoyen. Le pacte citoyen, c'est un contrat que les gens passent pour dire, pendant 4 ans, voilà ce qu'on va faire, et on vous rend compte régulièrement de ce qu'on est en train de faire dans l'exécution de ce contrat. D'accord. La solution 25 repose, en fait, il s'agit d'un système bicéphalisme. Tout à fait. Qui repose sur 2 pôles de pouvoir. Tout à fait. Comment faites-vous pour éviter une neutralisation entre ces pouvoirs? Ce bicéphalisme ne va-t-il pas créer des blocages qui sont peut-être dans la prise de décision si, par exemple, il se trouve une situation qui nécessite l'avis du président de transition et la commission d'à côté, et que les deux ne sont pas d'accord? Comment est-ce qu'on sort de cet engrenage? Il y a un conseil de transition qui est prévu, dans lequel nous prévoyons que même M. Biya, s'il comprenait les enjeux aujourd'hui, il peut décider. Une troisième instance. Il peut décider, il peut être là-dedans, sauf qu'elle n'est pas permanente, elle est convoquée quand la nécessité les pose. Donc c'est ce au conseil de transition. Une forme de structure, une assemblée de sages. Oui, exactement, qui régule le fonctionnement institutionnel et qui veille sur le respect du parti citoyen. Mais quel est le mécanisme qui donne l'autorité de dire « Écoute, toi, tu n'as pas raison, c'est plutôt toi qui as raison, voilà le chemin qu'on... » Je ne sais pas trop théorique tout ça. Oui, ça fait théorique. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas comprendre qu'ils peuvent imaginer un modèle qui n'a pas été expérimenté ailleurs et qui fonctionne? Mais le choix que le clou, c'est davantage l'adhésion des uns et des autres. Oui, c'est juste. Mais quand on sait que c'est des luttes de pouvoir, les gens vont se dire... Mais si au préalable, okay, les différents acteurs du changement ont compris l'enjeu d'aller collectivement, n'est-ce pas? À ce moment-là, on affine le modèle tel qu'il a été fait, puisque ce n'est pas un modèle achevé. Nous présentons le socle du modèle. Les différents leaders vont affiner ensemble, mais nous avons les clés. Parce que l'une des questions centrales que les gens sont posées, et peut-être je ne veux pas me mettre à votre place, c'est de dire qu'est-ce qui donne autorité au Conseil supérieur citoyen, alors qu'il y a une constitution sur la base de laquelle le président a été élu. C'est une question centrale. Oui, justement. Ce modèle ne vaut rien s'il n'a pas l'adhésion du peuple.
C'est pour ça que nous sommes là pour travailler. C'est pour ça que les journalistes, qui doivent être le relais du peuple, doivent nous donner l'occasion d'expliquer. Parce que ce peuple qui est au cœur, et doit être capable de se lever pour dire « c'est pas ce que nous avions demandé ». C'est très important. Et comment on structure cette adhésion de peuple? C'est bon que le contrat ainsi pris, quand on aura les 24, les 20 et le 1, le pacte va être présenté devant les Camerounais par les 24 et le 1. Et dire « nous allons en campagne ensemble ». Parce que voilà ce qu'on va faire, et nous voici qui allons faire. Et chaque groupe, chaque entité va se retrouver dans ces 24-là, par rapport à ce projet de transition clair, et le peuple va la doubler. Et l'un des éléments clés, c'est que le peuple doit savoir, dans cette campagne qui sera menée par les 25, que la prestation de serment se fera de manière populaire. Avant d'aller à l'élection, 3 textes sont déjà prévus. Le premier texte qui doit être signé, c'est l'ordonnance que le président doit signer, qui institue le Conseil supérieur des citoyens. Donc c'est préparé avant l'élection. Donc vous êtes sûr déjà que vous allez gagner? Oui, non, c'est plus qu'on va aller gagner. C'est le contrat avec le peuple. Le peuple va vous choisir sur la base de ce contrat. Donc on va présenter au peuple. C'est ça qui crée l'électrochoc, monsieur Djibita Tongo. Si tout le monde est d'accord, on prépare ça, le peuple dit voilà, on lui dit voilà ce qu'on va faire. On ne lui dit pas qu'on va faire des routes nouvelles, c'est pas ça qui est important. Puisque quand on lui dit qu'on va faire des routes, et entre-temps, on va mettre nos frères et nos voisins qui vont piller une partie d'argent. Non, c'est pas ça. C'est une transition. Donc on prépare le texte qui institue le Conseil supérieur de transition. C'est un projet qu'on présente au peuple avant l'élection. On prépare le texte maintenant qui nomme les membres du Conseil supérieur de transition. C'est le deuxième texte. Et le texte qui va instituer le Haut Conseil de la transition. Au stade omnisport Ramadouaïdjo, où il y aura prestation serment populaire, le président qui prête serment signe devant le peuple ces textes-là pour leur donner la valeur juridique nécessaire à ce moment-là. C'est nous qui décidons. C'est le peuple qui décide. Et quand il a signé, lui signe le texte qu'il nomme. Et ses membres viennent prêter serment au même moment que lui. Parce qu'il ne peut plus les démettre pendant les 4 ans. Voilà comment ça se passe. Quand tous sortent du stade, chacun investit de ses pouvoirs. Et peut donc fonctionner. C'est le contrat avec le peuple. D'accord. Alors, vous prévoyez que le président de transition ne se représentera pas après. Est-ce que c'est une garantie suffisante pour assurer sereinement cette transition? Bon, il faut noter que le président de la République, dans un État, dans une République, reste un président. D'accord. C'est lui qui investit du pouvoir de donner une valeur juridique à l'ensemble des textes au nom du peuple, en dehors du Parlement, qui peut lui autoriser à signer des choses. Alors, donc, de ce point de vue, le président de transition aura un certain nombre de pouvoirs, y compris dont il nomme son premier ministre lui-même, et il représente l'État à l'international, il gère les affaires étrangères, il gère nos relations avec nos partenaires. Donc, c'est quand même beaucoup de pouvoir qu'on lui donne. Et pour que tu acceptes d'être le 1, il faut aussi savoir que ça a un revers, pas un revers, il y a une limite, c'est que tu ne peux pas être candidat à l'élection de 2029 pour pouvoir présenter ton projet de société. Tu attendras la prochaine élection qui va avoir lieu peut-être dans 5 ans ou dans 4 ans, selon ce que la Constitution aura décidé par rapport au mandat présidentiel. Voilà à peu près comment ça se passe. D'accord. Autre chose, comment fédérer les forces politiques et la société civile autour d'un candidat du consensus? Ça, c'est un schéma. On n'a plus que décrire le contexte tout à l'heure. Ouais. Cette disparité de candidature, même la société civile, vous êtes tellement nombreux à faire des propositions pour des consensus, un meilleur Cameroun. Comment mettre tout ça dans le même schéma? Ben, écoutez, nous y travaillons. On n'a pas de formule magique. On informe les uns et les autres. Le leadership d'un certain nombre d'acteurs est connu. Plusieurs parrains sont en train de s'engager dans la dynamique, que ce soit au niveau du parti politique, au niveau de la société civile, des chefs traditionnels, des acteurs reconnus de la société civile. Tout ça, s'ils adhèrent, ensemble, on va définir comment ça va se passer. Je n'ai pas une clé particulière. Non, pas du tout. Je ne peux pas me permettre de juger ou alors de l'intelligence de ces acteurs. Je pense que chacun est en capacité de pouvoir définir ce qui est bien pour le Cameroun et comment il peut contribuer à ce que ce soit bien. Est-ce que notre rôle dans ce civil, c'est de croire, bien que sachant
que les conditions pour qu'une élection juste en ces conditions, sans fraude, n'existe pas, bien que si on est conscient qu'on ne peut pas faire la masse critique électorale locale dans toutes les communautés pour un seul candidat, est-ce qu'il n'est pas juste de donner une chance à ce projet collectif dans lequel la société civile est inclue, les partis politiques sont inclus et tous les autres acteurs intellectuels qui comptent. C'est de ça, j'en appelle à la conscience des uns et des autres. D'accord. Et la place de la diaspora dans tout ça? La diaspora joue un rôle central. Ok. Pour la simple raison que, pour que je lance d'ailleurs au nom des citoyens camerounais cette offre, il a fallu d'abord que je fasse un tour en diaspora pour me rassurer qu'on avait une écoute intéressante, pour me rassurer que les partenaires au développement et les pays qui comptent comprenaient ce qu'on est en train de faire. Et donc, la diaspora a un rôle à jouer. Il faut qu'elle comprenne et qu'elle ne soit pas distraite. Alors, le Cameroun traverse des crises. La crise dans les régions du nord-ouest, la crise sécuritaire à l'extrême nord, fébrilité au niveau de l'Est. Je veux dire que d'un coup de baguette magique, tout cela ne va pas disparaître au lendemain de l'élection présidentielle. Comment abordez-vous la question avec ceux de nos frères anglophones qui, eux, ont besoin, ou du moins se disent déterminés à créer leur État? Alors, Hilaire Kamga, on le disait, du moins, c'est une actualité qui est connue. Le Cameroun traverse plusieurs crises. La crise à la région du nord-ouest-sud-ouest, la crise à l'extrême nord, une fébrilité à l'est. Dans ce schéma que vous proposez, Solution 25, comment abordez-vous ces problématiques? Commençons peut-être dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a des Camerounais qui ont décidé de prendre des armes pour constituer leur État. Comment est-ce que vous leur faites votre offre, Solution 25? Quelle approche? Quelle réponse attendez-vous? Et êtes-vous serein, convaincu que eux également vont adhérer à votre proposition? Oui, je suis presque sûr, certain qu'ils vont adhérer. Au moins pour une raison, d'abord, personnellement, ma position sur la crise m'a permis d'échapper à plusieurs tentatives d'enlèvement dans mes missions dans le Nord-Ouest à 2 reprises. Pour dire que j'ai des positions constantes. Les revendications des amis du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont légitimes. C'est-à-dire qu'ils sont dans des revendications tout à fait légitimes. Je suis de ceux francophones qui pensent qu'ils ont été floués. Ils sont victimes d'une escroquerie politique de la part de ceux qui ont pris le leadership sous le francophone pour dominer les anglophones. Donc ça, c'est ma thèse depuis. Et donc, il n'est pas intéressant de dire seulement qu'ils ont pris les armes pour le dire. Il faut d'abord dire que c'est une cause d'abord juste qu'ils défendaient. Maintenant, les armes sont entrées dans le jeu, c'est une autre question. Je ne veux pas revenir sur le débat. Mais quand vous n'arrivez pas à obtenir une réponse favorable de ce que vous revendiquez de manière simple, et comme vous refusez le dialogue, souvent les extrêmes peuvent arriver. Donc je n'entre pas dans ce débat-là des extrêmes. Mais notons que la communauté anglophone, qui revendique des choses précises, est dans son droit de le revendiquer aujourd'hui. Depuis 2016, on aurait dû les écouter. Nous étions avec le cardinal Toumi pour demander une résolution à 3 étapes. On ne l'a pas écouté. On ne l'a pas écouté et on continue de faire du négationnisme à Yaoundé pour montrer que la cause anglophone, c'est du n'importe quoi. Alors, c'est une cause réelle et il y a nécessité de dialoguer. Mais comme le régime de Yaoundé n'a pas pu, on a une élection présidentielle, nous disons que l'option que nous mettons sur la table peut résoudre ce problème de manière définitive. Parce que la transition se gère avec la communauté anglophone qui va jouer un rôle central. Pourquoi ne pas penser un anglophone comme le 1? Mais sauf que si en le mettant comme le 1, ça peut ne pas adresser la question du nouveau Cameroun qui prenne en compte tous les problèmes anglophones. Donc, peut-être qu'un anglophone pourrait être le président du Conseil supérieur des citoyens. Donc, tout ça, c'est envisageable. Et les anglophones, les leaderships anglophones existent de manière réelle, intelligente, responsable. J'étais aux États-Unis, j'en ai rencontré plusieurs. L'un des intellectuels anglophones les plus en vue avec qui j'ai discuté à Washington, par exemple, que vous avez d'ailleurs reçu ici, le docteur Faumillon, par exemple. Christophe. C'est un leader qui connaît le Cameroun francophone et anglophone et qui connaît comment on peut adresser ces questions. Est-ce qu'on l'a suffisamment écouté dans ces affaires? Vous avez des gens comme Arbobala, avec qui je suis au quotidien, qui ont une réalité, qui ont une connaissance de cette affaire-là. Au nom de quoi on ne peut pas les écouter de manière sérieuse que de les envoyer en prison? Aujourd'hui, Akeremouna, par exemple, même s'il ne se défend pas comme un anglophone, a une connaissance totale de ces questions-là. Ça veut dire qu'on peut citer plein de leaders anglophones
qui ont leur place dans le Conseil des 25, dans les 25, et avec lesquels on devrait pouvoir ensemble construire la nouvelle République. Donc, pour moi, qu'un anglophone aujourd'hui soit le 1 ou assure un leadership dans les 24, ce ne serait quelque chose de normal de mon point de vue. Donc la crise anglophone va forcément se résoudre dans la dynamique transitionnelle qu'on va mettre en place, parce que c'est d'abord une dynamique transactionnelle. C'est d'abord une dynamique transactionnelle. Donc la transition doit s'appuyer sur une logique de transaction. D'accord. Cela dit, la cogestion des forces de défense et de sécurité entre le numéro 1 et le Conseil supérieur des citoyens, est-ce réaliste dans un système comme le nôtre où on sait quand même que, même s'il est muet, la parole du militaire a toute sa force? Vous dites que même s'il est dans un système comme le nôtre, justement la transition vise à balayer le système. Parce que ce qu'on met en place ne s'adosse plus sur un système comme le nôtre. C'est une révolution. Puisque le principe de base, c'est qu'on balaye ce qui existe. Donc si vous prenez un autre postulat, ça ne fonctionne plus. Si vous dites dans un système comme le nôtre, ça veut dire que c'est un peu comme ceux qui viennent présenter un projet de société, qui vont faire avec le système qui est là. Hein? Le système qui est là produit la misère, il produit la malgouvernance, il produit tout ce que nous subissons aujourd'hui. On ne peut donc pas penser qu'on met une reconstruction dans le système qui est là. Il faut le balayer. Et donc, mettre des éléments originaux. J'ai discuté avec des dirigeants, avec certains hauts responsables, qui portent les armes. Je n'ai pas à vous dire, donner des noms, ce n'est pas nécessaire. Et justement, j'ai failli vous demander si, dans tout ce schéma, ces propositions, vous pensez que la grande muette va rester muette. Je veux dire, quand on regarde certains pays qui ont tenté des mouvements de changement profonds, et d'ailleurs, vous parlez du Niger tout à l'heure, on a vu qu'au bout du rouleau, ça finit souvent par la prise du pouvoir militaire. Est-ce que ce que vous proposez n'a pas ce risque Non, il n'y a aucun risque. On va revenir sur la cogestion, il n'y a aucun risque à ce niveau. C'est justement parce qu'il faut que les Camerounais comprennent l'originalité du modèle et n'aient pas peur d'inventer ce qui n'existe pas pour montrer aux yeux du monde que nous sommes capables d'asseoir une gouvernance endogène qui soit différente de ce qu'on voit ailleurs. L'Afrique du Sud a produit quelque chose qui n'existait pas, qui n'existait nulle part. Quand Mandela est sorti de prison, ce qu'ils ont produit comme nouveau système n'existait pas. Pourquoi est-ce que le Cameroun pense qu'on ne peut pas assurer un leadership dans cette créativité? Donc de ce point de vue, je crois que le discours que nous tenons est très bien reçu par un certain nombre de dirigeants de nos forces. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Même quand c'était l'option seulement de l'OFORANGE. Il faut noter que la première présentation de l'OFORANGE, j'ai eu le soutien officiel du major général de l'armée, paix à son âme, à l'époque. Quand je dis officiel, parce qu'il m'a fait cela dans une déclaration officielle écrite, hein, pour dire que si ça peut maintenir la paix et la stabilité, bon, vous savez, mais la grande muette, il faut respecter l'armée dans tous les pays. Même si à un moment donné, certains ont voulu récupérer l'armée, la politiser pour essayer de créer des choses dans l'armée, mais je pense qu'en discutant avec un certain nombre de militaires, indépendamment des origines ethniques, je me rends compte que beaucoup sont des grands citoyens qui croient en leur pays. Et donc je crois que la plupart vont donner une chance à cette dynamique, puisqu'elle est une dynamique de réconciliation nationale. Et donc, si on postule que c'est des gens assez responsables, très responsables pour beaucoup, même si elles ont été filtrées par un certain nombre de gens qu'on a ramassés n'importe comment et on a mis là, mais ceux-là ne pèsent pas en termes de rapport de force suffisant pour qu'on puisse qualifier notre armée d'une armée pas correcte. C'est une armée sérieuse. Que ce soit la police aussi et la gendarmerie. J'ai le privilège d'avoir formé beaucoup de hauts cadres de la police, de la gendarmerie, en matière de droits de l'homme. Et donc je sais que même dans ces différents corps-là, on a des gens extrêmement sérieux, très attachés à la dignité humaine et qui sont capables de jouer leur rôle au moment opportun. Quel est le rôle? C'est-à-dire veiller à ce que seule la République soit défendue. Parce que dans leur formation, et c'est très bien de rappeler qu'au Cameroun, M. Biya au moins avait fait quelque chose d'intéressant. Il avait changé la garde républicaine en garde présidentielle. Donc, si on exclut la garde présidentielle, parce qu'en fait, on aurait pu avoir une garde républicaine. Tout le reste de l'armée, c'est une armée républicaine. Très républicaine. Et donc, ils ne seront pas prêts. La garde présidentielle ne l'est pas moins. Je ne veux pas juger, je suis contre personne. Non. J'ai dit seulement. Non, présidentiel. J'ai entendu que je voulais simplement lever. Oui, il faut lever, mais ça veut dire que c'est quand même des gens qui sont là pour gérer, pour garder le président. Donc, voilà. Les institutions. Le président n'est pas les institutions.
C'est une donnée. Le changement de nom avec un fonds, ce n'est pas l'objet de votre émission. On n'est pas parti de garde républicaine à garde présidentielle pour rien. On aurait pu laisser cette même terminologie, mais on l'a changé quand même, pour rapprocher un cercle bien précis. Donc, et puis, les gars sont extrêmement compétents là-bas aussi, mais je vais dire, ils n'ont pas la même mission. Exactement. Pour l'instant, je table la stratégie globale sur l'armée républicaine, de manière globale, et les forces de sécurité, qui sont la police et la gendarmerie. Et j'ai dit que c'est des personnes, pour la plupart, on a des gens extrêmement sérieux qui vont savoir jouer leur rôle. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des institutions internationales qui existent, qui vont pouvoir rappeler aux uns aux autres que là, il faut faire attention à l'intégrité, parce que c'est la responsabilité individuelle qui est faite. La question que vous avez posée, j'ai fini par là, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont pouvoir s'aligner en temps opportun? Oui, ils vont s'aligner par rapport au projet. Je suis presque convaincu. Mais si ça échoue, mais bien entendu, parce qu'ils sont des républicains et qu'ils ont besoin de la paix, ils peuvent décider autrement. Moi, je ne suis pas... Qui suis-je pour leur donner une directive? Non, pas du tout. Mais simplement, nous sommes, véritablement, cette fois-là, j'emprunte à M. Biapol, des vrais mendiants de la paix. Je suis un mendiant de la paix. Et donc, nous mettons sur la table une mécanique pour la préservation de la paix post-2025. Et donc, si cette mécanique est comprise par les forces de sécurité et de défense, elles vont jouer, ces forces-là, leur rôle pleinement. L'autre enjeu, c'est de convaincre le peuple, l'opinion, tous les acteurs peut-être de second rang, je ne veux pas dire qu'ils sont moins importants, c'est de les convaincre que votre solution 25 n'est pas une forme d'arrangement entre l'élite, entre des gens qui se connaissent, des personnes qui se croisent dans les salons, qui ont l'habitude des couloirs du pouvoir, même s'ils sont dans l'opposition, et pour certains dans le pouvoir. Comment convaincre cela que ce n'est pas trop en haut pour eux, cette solution? Vous savez, il y a une scène qui s'est déroulée il y a quelques jours, quelques mois ici à Éloala. On a essayé de fermer le REDAC, une des organisations en droits de l'homme. On a fermé et on a convoqué Mme Maliscom, que je connais depuis 1996, soit dit en passant. Mais vous avez vu la réaction du peuple? Ça veut dire que mal au-dessus de ses 80 ans, elle a une représentation extrêmement forte. N'est-ce pas? Elle représente y compris la nouvelle génération des choses. Elle est très représentative. Vous n'allez pas dire que quand une telle dame va se mettre dans un dispositif pour donner on va dire, ces arrangements de plateau. Et comme Madame Com, il y en a des centaines comme ça au Cameroun qui existent et qui ont une emprise sur le terrain. J'ai discuté avec le roi Sokoudjou, mon père. Et il dit, je pense qu'il n'y a pas une autre option que celle-là sur la table. Ce monsieur n'est pas assez représentatif. Je veux dire que des leaders qu'on a aujourd'hui au Cameroun, un leader, ce n'est pas celui qui tient son pouvoir du décret, mais celui qui, par ses actions, impose le respect dans sa communauté, dans son cadre et dans la sphère dans laquelle il se trouve. Donc on est là par rapport à un véritable leadership et non un leadership de décret. Et donc de ce point de vue-là, je pense que s'il y a une véritable appropriation du projet par le peuple, il n'y aura pas ce genre de regard d'un quelconque arrangement des intellectuels quelque part. Parce que tout le projet du Parti citoyen est basé sur le contrat entre le peuple et les 25. Alors vous êtes à l'heure, vous avez dit, vous êtes sur le terrain en ce moment pour convaincre les différents acteurs. Oui. Quels sont les éléments qui pourraient permettre au peuple de se dire votre solution, elle semble mordre? Est-ce que par exemple, l'inoccupation du terrain politique par les acteurs qui se déploient déjà en ce moment serait-ce un indice? Est-ce que, je veux dire, comment est-ce que ceux qui ne sont pas dans les couloirs du secret de ce que vous faites vont se dire, attention, ces signaux montrent quand même qu'il est quand même sa solution, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui en octobre 2025 peut convaincre toutes les forces du changement à se mettre ensemble? Bon, parce que nous allons assez communiquer sur l'affaire. Ok. Je préfère pas qu'on dise il y a Kamga et sa solution. Je préfère qu'on dise la solution 25 qui est mise sur la table 1+24. Je suis là pour en parler. Il faudrait que demain d'autres en parlent. Parce que ce n'est pas une affaire de Hilaire Kamga. Pour l'instant, je ne suis pas candidat déclaré. Nous proposons une option. Et donc, nous allons informer au fur et à mesure les citoyens de la réceptivité. Je vous ai dit qu'une centaine de correspondants sont partis. Et je peux vous dire que beaucoup ont déjà réagi. Pourquoi ne pas le dire? Parmi ceux qui ont réagi, il y a au moins 3 potentiels candidats. Par exemple, Akerim Mouna, il a réagi très favorablement. On n'en a pas encore. Je n'ai pas dit qu'il adhère.
c'est très différent. Mais je vais dire, la promptitude à réagir est un indicateur sérieux, n'est-ce pas? Nous avons eu par exemple Mme Tomaïnou qui n'a pas hésité qui n'a pas pris 3 jours pour réagir, n'est-ce pas? C'est quand même important. J'ai eu des échanges avec Kawala par l'autre voix qui me disait mais c'est très intéressant qu'on en parle, il faut qu'on en discute, n'est-ce pas? Cabral Libi l'a fait, il m'a dit non, j'étais pas encore écrit officiellement, mais je te reviens. Parce qu'il appartient à un parti politique, je crois, et il faut que son état-major en discute, ce qui est normal, mais au moins c'est des réactions qui sont là. Le roi Sokoudjou, qui représente un certain nombre de choses traditionnelles, a dit il n'y a pas d'option que celle-là. Je parle de mettre comme tout à l'heure. Je parlais à des Chris Momignon qui on est parti de 22 à 24, à 25, grâce à des propositions autres qui n'étaient pas celles initiales. En résumé, donc pour dire que les Camerounais de part et d'autre... Que vous ont dit chacune des personnalités que vous citez? Pourquoi est-ce que vous voulez que je revienne? Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de dire qu'il y a déjà des réactions, plusieurs dizaines de réactions sur la table. D'accord. N'est-ce pas? Je n'ai pas encore, d'après ce que le secrétariat technique m'a donné comme information, je n'ai pas encore une seule réaction négative pour dire fichez le camp avec votre affaire. Non, je n'ai pas eu une réaction négative. Pour l'instant, on est dans une perspective positive et je crois que l'opinion sera informée au fur et à mesure des réactions des uns et des autres, de leur réceptivité par rapport à ça. Puisque ce n'est pas un projet de Kamga, c'est qu'on met sur la table pour essayer d'avoir un pays pacifié qui renaît. Une nouvelle république qui naît en 2026, c'est-à-dire après octobre prochain. Donc, ce n'est pas une affaire de Kamga, ni de Dipita, ni de Kamto ou de Biya, c'est une affaire du peuple. Et ce peuple doit être informé des attitudes des uns et des autres par rapport à cela. Comment ça se finance tout ça? Ça se... Comment vous financez tout votre déploiement, C'est une question intéressante. Ah, bien sûr. Je ne sais pas comment vous répondre, mais je vais vous répondre que pour l'instant, chaque personne ou personnalité engagée met ses moyens. Moi, Dr Kamga, je gagne ma vie très bien, j'ai mes moyens, et j'estime que si je mets la moitié de mes moyens dans une opération comme celle-là, j'aurais fait œuvre utile, mes enfants seraient fiers de moi. D'autres peuvent faire de la même manière. Donc, j'estime que c'est important que ceux qui croient au projet mettent la main. Quand un secrétaire exécutif ou permanent de la solution 25 doit peut-être aller à Garoua, si une bonne volonté qui croit peut lui donner un billet d'avion, il lui donne, il s'en va faire le truc. Si quelqu'un à Garoua peut lui donner un hôtel, c'est comme ça que nous finançons l'opération. Il n'y a pas de fonds quelque part. Moi, mes moyens me permettent de pouvoir me déployer. J'étais aux États-Unis, j'ai fait plusieurs États là, c'était pas quelqu'un d'autre qui finançait, c'était pas des projets, c'était mes fonds que je gagne chèrement. Et je pense que beaucoup de Camerounais gagnent autant que moi, et 10 fois mieux que moi, et qui peuvent, parce qu'ils croient en la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de gain de quoi que ce soit, même les entrepreneurs peuvent rien faire. Si des gens croient en cela, ils devraient pouvoir se déployer. Pas pour donner l'argent à Kamga, non, pour accompagner la mécanique là où on peut. Ces petites brochures, si on les produisait en 500 000 exemplaires, il se distribuerait même dans les villages pour que chacun puisse s'approprier. Donc chacun qui l'a reçu dans son petit coin peut lui-même aller en imprimer et le reproduire et distribuer dans son coin. Il aura fait œuvre utile. Les influenceurs peuvent faire des directs pour parler de la solution 25 sans qu'on ait à les payer pour le faire. Des musiciens peuvent aujourd'hui parler de la solution 25 dans leur disque pour essayer d'envahir la société par rapport à ça. Dipita Tongo et son équipe, que je félicite, peuvent nous donner des espaces pour qu'on explique cela. C'est de ça qu'on est en train de faire. Il n'y a pas d'autres financiers. Parce que j'entends des gens... il y en a qui, malheureusement, sont en train de faire campagne contre Biya, qui aujourd'hui veulent rectifier, veiller sur les financements des associations, ou je sais pas, des églises, je sais pas quoi encore, mais ils sont tout faux. C'est pas comme ça que ça se passe. Cela dit, au-delà de la transition, quelle garantie vous envisagez mettre, ou si vous l'avez déjà fait, ou si vous y pensez, que toutes les décisions de la transition seront véritablement implémentées pour revenir à l'ordre constitutionnel normal, si je peux le dire ainsi? C'est le peuple. D'accord. C'est-à-dire que ce projet n'existe pas si le peuple ne s'approprie pas. C'est pour ça que la prestation de segment Aliostat est retransmise, pour que ce soit devant le peuple que l'engagement est fait. Si un seul point du parti citoyen n'est pas respecté, alors c'est le peuple va demander à celui-là pourquoi est-ce qu'il n'est pas respecté. Pourquoi est-ce que vous estimez, pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui ont une constitution qui n'a jamais changé. Il a connu des amendements. Aucun amendement ne touche une disposition constitutionnelle fondamentale. Les amendements viennent ajouter des éléments, mais sans bouger le texte constitutionnel américain.
C'est une constitution qui a été faite comme on est en train de prévoir dans le Parti citoyen. C'est-à-dire, les leaders représentatifs des États, à un moment donné, s'assoient et pensent leur pays de manière indépendamment de leur personne. Hein, que sur des générations et des générations, quel est le contrat social, pour ne pas citer Rousseau, qu'on met en place et qu'on encadre légalement pour permettre une cohabitation et que ce pays, qui est pluriel, puisse continuer de fonctionner. Des gens l'ont fait dans les années au XVIIIe siècle, au XVIe siècle, fin du XVIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'on peut le faire au Cameroun? D'accord. Pourquoi est-ce qu'on pense que fondamentalement, si on a mis ces bases-là, les gens vont venir toucher la Constitution? Il faut qu'on soit à un niveau où, quand quelqu'un touche à la Constitution, on sent qu'il a touché à la vie de chacun de nous. Et pour cela, il faut que le processus de construction de cette Constitution soit un processus suffisamment participatif, inclusif, qui amène chaque Camerounais à savoir que lui, il a été concepteur. Il fait partie de la constituante. Voilà ce qu'on peut faire. Et on peut le faire dans ce pays. Ilie Kamga, merci d'être venu mieux expliquer à nos téléspectateurs la proposition, la solution 25, qui, comme vous le dites, vise à refonder l'État du Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Mais je ne pourrais pas quitter votre plateau sans lancer 2 appels. D'accord. Avec votre permission. Bien sûr. J'en appelle à tous les leaders, qu'ils soient politiques, que ce soit les leaders de la société civile, le corps religieux, les autorités traditionnelles, de prendre connaissance de la solution 25 comme une solution salvatrice pour le Cameroun et d'apporter leur contribution pour la réussite de cette solution, qui est une solution collective, permettant de créer une dynamique transactionnelle pour gérer un pouvoir de transition pendant les 4 années à venir. Le deuxième appel, c'est l'endroit de M. Biya Paul. Monsieur le Président, je suis de ceux qui ont accepté la décision du Conseil constitutionnel vous déclarant vainqueur. Pas parce que je croyais que vous avez gagné dans les urnes, mais parce que je crois en la République. Le Conseil avait décidé, il fallait qu'on accepte que vous soyez président. Pendant les 7 années qui viennent de s'écouler, je n'ai pas eu l'impression de vous voir très présent. Monsieur le Président, on ne peut pas continuer à gérer par les hautes instructions. Vous avez aussi droit au repos. Donnez une chance à notre pays. Adoubez cette solution 25, retirez-vous et nous gérons la transition avec votre contribution. Les électeurs, évidemment, sauront apprécier tout cela. Merci encore, Ilie Kamga. Merci à vous à la maison d'avoir suivi cette autre édition de l'entretien avec. Nous recevions Ilie Kamga, qui est secrétaire permanent de la plateforme de la société civile pour la démocratie. Merci et à jeudi prochain pour une autre édition de l'entretien avec. Merci beaucoup.